Le fait de regarder la critique que je vais faire de ce documentaire ne requiert pas de votre part de l'avoir déjà vu en entier, mais cela ne vous en dispense pas non plus. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, Cache Investigation a sorti mardi 19 mai un épisode intitulé « Égalité homme-femme, balance ton salaire », portant sur l'égalité salariale dans le monde du travail. Je n'ai jamais été un fan absolu ni un consommateur très régulier de Cache Investigation, mais j'avais une opinion globalement positive de ceux que j'avais vus il y a quelques années, et j'en avais gardé le souvenir de documentaires plutôt rigoureux, sérieux et audacieux. En apprenant qu'il se pencherait sur l'égalité salariale homme-femme, j'ai eu l'espoir de voir enfin, sur une grande chaîne de télévision, une analyse plus complète et plus sérieuse que ce dont on doit se contenter avec les féministes. Eh bien je dois avouer que j'ai été non seulement déçu, mais même surpris par la faible qualité de l'épisode, qu'il s'agisse du fond comme de la forme, et je reviendrai en détail là-dessus. Le documentaire ne s'extrait à aucun moment des présupposés postulats de la doctrine féministe, il en reprend même les principaux poncifs. L'équipe de journalistes étant chargée de l'enquête nous confie pourtant s'être mis à douter. À ce moment précis de notre enquête, nous avons commencé à douter. Si les femmes n'ont ni le même salaire, ni la même carrière que les hommes, n'est-ce pas tout bêtement parce qu'elles sont moins compétentes, moins diplômées ? Vous comprendrez, hélas, qu'il ne s'agit pas d'un doute authentique, mais d'un doute purement rhétorique et faussement naïf, et qui arrive en plus de manière tardive. La phase de doute devrait plutôt intervenir avant l'enquête et justement la justifier. Avoir probablement la plupart des conclusions de l'enquête avant même de l'avoir commencé ne leur a certainement pas posé problème cependant. Pourquoi ? Parce que le but de leur documentaire n'est pas tant de comprendre et mettre en lumière la nature et les causes réelles des écarts salariaux que de faire culpabiliser les hommes d'une part et fulminer les femmes de l'autre, dans une perspective éminemment féministe. Voilà, là, ça vous déprime. Messieurs, vous vous sentez coupable ? Mesdames, vous en voulez à la fois à votre patron ? Votre mari ? Et même à votre enfant ? Toutefois, après avoir essayé de nous plonger dans de pareils états, ils compensent en prétendant détenir ce qui nous assurerait le salut. Rassurez-vous, nous avons aussi d'excellentes nouvelles. Ça peut changer. Nous sommes allés jusqu'au Québec pour rencontrer une alliée de poids dans notre quête de l'égalité. Notre quête de l'égalité, quelle sainte chose. Bref, l'orientation féministe du documentaire ne fait aucun mystère dès la présentation de la problématique. En France, les hommes ont une rémunération bien supérieure à celle des femmes, et dans le secteur bancaire, l'écart de salaire atteint 36%. Plus on monte dans la hiérarchie, plus les femmes se font rares. Comment expliquer de telles injustices ? En effet, on considère de facto que ces écarts sont nécessairement des injustices, il est complètement inconcevable qu'ils puissent s'expliquer légitimement. On constate aussi l'orientation du documentaire dans les hypothèses retenues et surtout la manière dont elles sont traitées par la suite. En mettant de côté celles dont l'intérêt est uniquement rhétorique ou délibérément provocateur, serions-nous, mesdames, moins compétentes, moins intelligentes que ces messieurs ? Ah, comme c'est mignon. il nous reste grosso modo la maternité, la compétence mais évaluée presque uniquement par le biais du diplôme, le plafond de verre, la dévalorisation des métiers à prédominance féminine. Quant au plan général, le voilà récapitulé brièvement pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire. Il commence d'abord par le secteur bancaire avec un focus sur la Caisse d'épargne Île-de-France et puis sur Natixis. Ils enchaînent avec une réflexion générale sur les métiers à prédominance féminine, avec pour angle d'attaque principal le cas des infirmières, et finissent avec un bilan de la loi parité pour les conseils d'administration. Je vais effectuer ma critique thématique par thématique, en commençant par le vif du sujet, les écarts salariaux. Voici celui de la plus grande caisse, celle d'Île-de-France. Elle emploie plus de 4500 salariés. Une page est consacrée aux rémunérations, avec les salaires des hommes et ceux des femmes. Évidemment, ça ne saute pas aux yeux, mais dans toutes les catégories d'emploi, les hommes sont mieux rémunérés que les femmes. En moyenne, d'après nos calculs, ils gagnent même 18% de plus qu'elles. Quel est leur fameux calcul ? Eh bien il est très simple, c'est la comparaison entre le salaire mensuel moyen des hommes avec celui des femmes. On trouve 17,67% arrondi à 18%. Et c'est avec cette comparaison grossière qu'ils vont solliciter le groupe BPCE, dont la caisse d'épargne est une filiale, pour leur mettre la pression et obtenir des explications. Or, les responsables du groupe fourniront un calcul détaillé permettant de comparer la situation des femmes et des hommes de manière beaucoup plus fine et pertinente, comme on le verra après. Mais voilà comment Cache Investigation le relate. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est dit au siège lorsqu'ils ont reçu notre courriel, mais voici une proposition de scénario. Bon, les gars, je viens de recevoir un courriel de Cash. Et les UC veut une interview de vos patrons. Quoi ? J'ai rien à me reprocher, moi. Je paye carrément mes impôts en France. Non mais là, c'est pour les écarts de salaire entre hommes et femmes. Ils disent que notre écart moyen est de 18%. J'ai une idée. On n'a qu'à leur dire que l'écart est de 1%. Oui, pas 18%, mais bien 1%. C'est écrit ici, dans un courriel que nous a fait parvenir le directeur de la communication. L'écart moyen de rémunération femmes-hommes à situation comparable est de 1%. Nous avons demandé à la caisse d'épargne comment ils obtenaient ce chiffre. Ils ont fini par nous envoyer leur méthode de calcul. Accrochez-vous, voici une petite leçon de statistique. La formule de la caisse d'épargne Île-de-France, c'est une moyenne des écarts pondérés par les effectifs. Piouf, c'est vraiment compliqué, heureusement qu'on s'est accroché parce que putain, sinon on n'aurait pas compris. Voilà le tableau fourni que j'ai refait sur Excel pour l'observer plus clairement. On a le salaire moyen annuel pour chaque catégorie d'emploi à la Caisse d'épargne Île-de-France avec d'un côté les hommes et de l'autre les femmes avec leurs effectifs respectifs à chaque fois. On a ensuite le salaire moyen mélangeant hommes et femmes, puis l'écart de salaire entre hommes et femmes exprimé en pourcentage.
Je me suis permis au passage de corriger une erreur manifeste mais ayant une conséquence tout à fait négligeable ici. La moyenne de deux catégories ne peut en effet pas être inférieure à ces deux mêmes catégories. Quand on compare la situation des hommes et des femmes dans une même catégorie, on constate déjà que ces écarts n'ont rien à voir avec leur fameux 18%. La seule valeur qui s'en approche est celle qui concerne la catégorie la mieux rémunérée, correspondant au poste avec le plus de responsabilités et qui regroupe 15 personnes. La meilleure manière pour rendre compte de ces écarts à l'échelle de toute l'entreprise, en ayant le souci de comparer des éléments comparables, est précisément le fait de procéder à une moyenne pondérée en prenant en compte les effectifs. On obtient 1,17%, arrondi à 1%. L'équipe de Cache Investigation cherche à décrédibiliser les chiffres donnés en faisant deux objections. La première, recevable, étant que ces derniers n'incluent pas toutes les primes. Alors j'ai refait le tableau en question en partant des chiffres que Cache Investigation prend depuis le bilan social, qui eux visiblement prennent en compte ces primes. Voilà ce qu'on obtient, les écarts sont plus élevés et on passe en moyenne de 1,17% à 2,92. Est-ce de la mauvaise foi de la part des responsables du groupe PPCE? Je ne crois pas, tout simplement parce que le fait d'exclure les primes, qui servent en toute logique à récompenser des mérites particuliers, permettent justement de comparer les hommes et les femmes à mérite égal, ou en tout cas plus égal que si on avait intégré les primes. Je rappelle ici que les hommes s'impliquent en général plus que les femmes au travail, de multiples manières et pour des raisons diverses, et si vous en voulez la preuve comme l'explication, je vous renvoie au travail que j'ai déjà effectué dans 2 vidéos consacrées aux écarts salariaux. La seconde objection de Cache Investigation, tout à fait formidable, est la suivante. Mais d'après les experts que nous avons consultés, en faisant une moyenne des écarts, cela minimise justement ces écarts. Alors, ce qui est formidable, et même plutôt lunaire, c'est qu'ils ont réussi à trouver des experts pour dire une connerie pareille. On a d'un côté une méthode détaillée qui permet de rendre compte des différences observées catégorie par catégorie tout en considérant les effectifs, et de l'autre une moyenne simple qui néglige les différentes catégories et la différente répartition des hommes et des femmes dans ces catégories. Je suis désolé, mais je pense qu'il faut être un crête pour ne pas voir que la première méthode est nettement plus précise et pertinente que la seconde. La première méthode ne vise pas à minimiser les écarts, mais à en rendre compte de manière conforme à ce qu'ils sont dans la réalité. La seconde ne vise pas forcément à grossir ces écarts, mais elle donne un résultat grossier et simpliste qui a de fortes chances de tromper. Pourquoi? Parce que quand une femme entend que dans son entreprise, un homme gagne en moyenne 18% de plus qu'une femme, elle pensera à ses collègues masculins au même poste qu'elle en imaginant qu'ils gagnent certainement 18% de plus qu'elle, ce qui a toutes les chances d'être faux. Mais c'est la méthode habituelle des féministes qui, pour générer de l'indignation, sont prêtes à raconter absolument n'importe quoi. Les femmes sont payées en moyenne 19% de moins que les hommes pour le même travail. Non, je ne crois pas, non. Bref, pour sortir des chiffres généraux, Cache Investigation nous emmène à la rencontre de 2 standardistes syndiqués à la CGT, Bernard et Aline, qui participent à une action de groupe attaquant la caisse d'épargne pour discrimination sexuelle. Ils occupent le même emploi, mais ont quelques différences. En matière de diplôme, Aline a le bac, pas Bernard. Elle a commencé sa carrière à la caisse d'épargne quelques années avant Bernard. Bernard est malvoyant. Plus d'ancienneté, plus de qualifications pour un même emploi. Aline devrait en toute logique être un peu mieux payée que Bernard. Longtemps, ils ont cru être à égalité en termes de salaire. Certes, à la fin du mois, Aline gagnait moins que Bernard, mais ils ont toujours pensé que c'était parce qu'elle était à temps partiel. Je disais, bah oui, bah voilà, c'est normal, tu travailles 2 jours de plus que moi. Je travaille 3 jours, tu travailles 5 jours, voilà. Et je n'avais jamais fait le rapprochement de me dire, mais même si je travaillais 2 jours de plus, j'aurais moins que lui. Bernard est payé 2635 € net par mois. Quant à Aline, même à temps plein, elle ne gagnerait que 2300 € net par mois. Première remarque, la différence de qualification est due au bac, on n'est pas dans le cadre d'un diplôme spécialisé absolument nécessaire pour effectuer un métier donné, mais passons. Deuxième remarque, l'expérience devrait justifier un meilleur salaire, faudra-t-il encore prendre en compte la performance de chacun à leur poste, chose qu'ils n'abordent jamais dans le cas étudié. Mais passons là encore. La différence significative entre les deux vient surtout du fait qu'Aline est à temps partiel et Bernard à temps complet. Et même si l'on tente théoriquement de neutraliser cette différence, en projetant Aline sur un temps complet, il faut garder à l'esprit qu'un temps partiel ne vaudra jamais un temps complet, même à niveau proportionnel théorique équivalent. Pourquoi? Parce qu'un employeur préfère en général avoir une personne à temps complet plutôt que plusieurs à temps partiel pour effectuer un temps de travail donné. En matière de procédure RH, de déclaration, de paye, de gestion, etc., c'est plus simple et plus rapide d'avoir une personne plutôt que plusieurs. Et ça, évidemment, il ne le relève pas. Pour bien saisir la différence, nous avons rapporté ça au salaire horaire. Pour chaque heure qu'Aline passe au travail, elle touche 2 € net de moins que Bernard. À quel moment l'écart entre les deux collègues s'est-il creusé? Est-ce que vous voyez à partir de quand il vous dépasse à votre quantum d'années? Oui, 97. 97. Ouais, donc quand j'ai pris mon second congé maternité, en fait. T'as eu des enfants quand, toi? 92 et 95. Bah, elle a pas bougé ta courbe à toi. 95, tu montes même. 95, vous montez là. Ouais. Oh la vache, Aline a certainement pris un congé maternité de plusieurs mois quand Bernard a dû s'arrêter quelques jours, mais là encore, on compare bêtement les deux sans considérer une différence notable. Bref, le cas particulier qu'ils utilisent en tant qu'illustration est très peu probant. J'en profite au passage pour mettre un tacle à la CGT qui défend toujours aussi mal les travailleurs. La CGT, c'est le cancer général du travail, monsieur. Encore que Krasuki dit que c'est faux, parce que le cancer évolue, pas la CGT. Deuxième thématique, égalité de résultats. On repart à la fin de la séquence précédente où Aline, aka jeune économiste, conclut et s'interroge à partir de leur cas particulier. Combien la caisse d'épargne ou les entreprises ont-elles fait d'économies
sur un travail équivalent de femmes qui vendaient les produits qu'on leur demandait, qui rendaient les dossiers quand on leur demandait, qui ont toujours eu 1, 2, 3, 4, 5 euros de plus, de moins en règle générale. Combien les entreprises ont fait d'économies sur ces petites mains? Bah oui, combien? Nous nous replongeons dans le bilan social de la Caisse d'épargne Île-de-France. Nous regardons le nombre de femmes à temps plein présentes dans chaque catégorie. Puis, nous calculons pour chaque catégorie l'écart de rémunération annuel entre les hommes et les femmes. Ensuite, nous multiplions chacun de ces écarts par le nombre de femmes présentes dans chaque catégorie. On fait une grosse addition, et voici le résultat. Selon nos calculs, en 2018, la banque aurait économisé 2 653 828 € au détriment des femmes de l'entreprise. Donc, si on suit leur logique, peu importe si la situation des hommes et des femmes au niveau général de l'entreprise n'est pas comparable en matière de temps de travail effectif, même à temps complet, d'heures supplémentaires, d'implication, d'expérience, etc., etc., il faudra accorder aux hommes et aux femmes le même salaire. On est typiquement ici dans ce que l'on appelle l'égalité de résultat. Peu importe ce qui précède et aboutit au résultat, il doit être identique, sinon c'est nécessairement une injustice. Nous avons enquêté pendant des mois, dans plusieurs banques, pour comprendre les mécanismes d'une telle injustice. C'est l'erreur de raisonnement classique que commettent les féministes, elles refusent d'imaginer qu'une inégalité de résultat n'implique pas nécessairement une inégalité de traitement et ne constitue pas en soi une injustice. Est-ce que vous savez combien les hommes gagnent en moyenne de plus que les femmes chez Natixis SA? Moi, ce qui m'intéresse chez Natixis SA, c'est que, individuellement, chaque salarié, en fonction de sa situation professionnelle et de son profil, soit rémunéré de manière équitable et qu'il y ait une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. C'est un peu ce que je vous demande. Est-ce que vous savez en moyenne combien les hommes gagnent de plus que les femmes chez Natixis SA? On a franchement l'impression que Lucette n'arrive pas à concevoir sérieusement la différence, d'autant qu'elle insiste en comparant l'enveloppe égalité de Natixis, censée compenser les supposées inégalités entre hommes et femmes, et le résultat du calcul absurde qu'ils font pour Natixis comme ils l'ont fait pour la caisse d'épargne. Cette enveloppe égalité était de 827 000 €. Parce que nous, on a fait un calcul, c'est une estimation, bien sûr. Pour résorber les écarts de salaire chez les salariés à plein temps de Natixis SA, il faudrait 16 millions d'euros pour la seule année 2018, là où, je le rappelle, votre enveloppe était de 827 000 €. Si on fait cette estimation, vous n'y êtes pas du tout. Et toi non plus. Troisième thématique, la parité. Mais aussi trop peu de femmes en salle des marchés. C'est pointé noir sur blanc dans ce document interne de 2017. En finance, il n'y a que 9,8% de femmes. C'est trop faible, et l'entreprise promet depuis des années d'y remédier. Natixis SA vise à atteindre la parité au niveau de ses recrutements. Alors, comme d'habitude, et comme dans la société en général, on considère que si une profession n'atteint pas le 50-50 en matière de genre, c'est une anomalie qu'il faut corriger. S'il y a une minorité de femmes, c'est mal. On ne sait pas trop pourquoi, personne n'est tenu de le justifier ou de le démontrer, l'amour de la sainte égalité suffit, et gare à celui qui sera assez sexiste pour s'interroger là-dessus. En tout cas, c'est un des principes sacrés qui nous ont apporté les quotas de genre, qui sont peut-être un bien dont on prive pourtant certaines professions, comme celle des éboueurs. Allez savoir pourquoi. En 2017, en finance de marché, Natixis recrute 12 hommes. Et aucune femme. La direction le souligne même d'une flèche rouge, comme un problème non résolu. 2 ans plus tard, en 2019, il recrute 11 hommes et 3 femmes. Les salauds de Natixis ne recrutent pas de femmes en finance de marché, ou quand ils le font, ce n'est pas assez. En 2019, Natixis n'a embauché que 3 femmes en finance de marché, et au même moment, 11 hommes. 3 femmes, 11 hommes. Est-ce que c'est comme ça que vous allez atteindre la parité? Vous savez combien il y avait de candidates pour ces postes? Il y en avait 50. Vous avez choisi d'en recruter 3 et de recruter 11 hommes. Il y avait 50 candidates. 50. Moi, j'ai pas regardé l'ensemble des candidatures. C'est quand même des nuls à Natixis. Avec 50 candidates, ils n'ont pas été foutus de recruter plus de 3 femmes. Ce que Lucette omet quand même de préciser, c'est qu'il y avait d'après Natixis 5 fois plus de candidats masculins que féminins, donc environ 250 hommes. Donc si on fait un petit bilan, il y a eu 11 hommes recrutés sur 250 et 3 femmes sur 50, ce qui nous fait approximativement 4,4% de chance d'être recruté quand on est un homme et 6% quand on est une femme. Ce qui fait dire aux salauds de Natixis que le taux de recrutement effectif des femmes est supérieur à celui des hommes. C'est une conséquence très probable de la discrimination positive dont pourraient jouir ici les femmes. Il n'y a pas assez de femmes, c'est mal, il en faut plus, on fait en sorte d'en recruter, quitte à ce que ça devienne peut-être plus facile pour les femmes que pour les hommes. Mais même comme ça, Natixis, ça reste des salauds. Quatrième thématique, le plafond de verre. Dans leur ascension, les femmes sont toutes confrontées au plafond de verre. Rares sont celles qui parviennent à le briser. Parmi les 120 plus grandes entreprises françaises, seules 9 sont dirigées par des femmes. Elles se heurtent au plafond de verre. Les femmes de ce secteur auraient bien du mal à briser le plafond de verre. Là encore, de manière globale dans le documentaire, on présente les choses comme d'habitude. Les femmes subissent bien malgré elles l'influence du malin, du démon patriarcal qui s'obstine à barrer la route de leurs ambitions. On oublie dans cette vision manichéenne et ridicule que gravir les échelons au sein d'une entreprise est une tâche qui demande beaucoup de temps, d'énergie, de sacrifice, de persévérance, de dureté, de talent, de réussite. Une multitude de gens aimeraient y parvenir mais échouent, qu'ils soient des hommes ou des femmes d'ailleurs. Toutefois, cet objectif est loin d'être celui de tout le monde. Bien qu'il puisse promettre un résultat alléchant et sur lequel on fantasme aisément, le coût qu'il peut représenter en détourne plus d'un.
On est en effet libre de ne pas choisir cette voie. Et dans le cas des femmes, puisque c'est ici le sujet, cette liberté s'applique évidemment. Toutes les femmes ne désirent pas se lancer dans cette ascension, et considérer qu'elles devraient désirer le faire autant que les hommes ou comme les hommes, est sous bien des aspects une ineptie que je traite spécifiquement dans le second volet que j'ai consacré aux écarts salariaux. Pour revenir au traitement de la question dans le documentaire, on s'intéressera en particulier à la séquence où Cache Investigation est censé avoir douté. Nous décidons de faire un test et de vérifier si à diplôme égal, les femmes ont le même parcours professionnel que les hommes. Nous sélectionnons 5 masters de finance, parmi les plus prestigieux. Nous sélectionnons ensuite 3 promotions. Les étudiants diplômés il y a 17 ans, 14 ans et 12 ans. Cela représente 567 élèves. Des femmes, il y en a, elles sont ici en rouge. Elles représentent 23% des effectifs de ces masters. Nous avons classé ces diplômés en 2 catégories. En 1, ceux qui occupent aujourd'hui des postes de direction dans la finance. En 2, tous les autres. En catégorie 1, on ne trouve plus que 13,9% de femmes. En toute logique, puisqu'on a 23% de femmes diplômées, on devrait retrouver 23% de femmes au poste de direction. En toute logique, seulement si on exclut le poids du choix personnel, si on exclut également toutes les qualités personnelles dont j'ai parlé précédemment et qui ne sont pas évaluées ou garanties par un diplôme, si on exclut aussi toutes les autres différences possibles entre hommes et femmes, à commencer par la maternité. Il faut reconnaître à la sociologue interrogée le mérite de rappeler quand même cette différence et son influence juste après. Qu'est-ce qui fabrique le plafond de verre? D'une part, des facteurs organisationnels. Ce sont des métiers dans lesquels il faut travailler beaucoup, extrêmement tard, être capable de renoncer à un week-end à la dernière minute parce qu'il y a une opération qui doit se faire. On voit bien comment cette exigence-là va rentrer en contradiction avec une autre norme, celle liée à la maternité. La maternité est sans surprise identifiée comme un frein au développement de la carrière des femmes. Bien qu'il ne soit pas du tout impossible de concilier vie professionnelle et maternité, cela représente souvent un défi en matière de gestion des priorités. Que va-t-on préférer? Faire des enfants et s'en occuper, ou bien privilégier sa carrière? Le féminisme fait tout pour que cette alternative n'en soit plus une. Et c'est avec cet objectif qu'on a décidé de rendre illégal le fait de demander aux femmes lors d'entretiens RH si elles souhaitaient avoir des enfants, pour éviter qu'on ne puisse les discriminer si la réponse était positive. Ce principe ne fait pas pour autant disparaître l'inconvénient que cela peut représenter pour un employeur, avoir à compter sur un employé qui, à n'importe quel moment, peut s'absenter pendant plusieurs mois. C'est bien la raison pour laquelle la question est toujours posée aujourd'hui, malgré l'espoir des partisans zélés de l'égalité. Faute d'avoir réussi à transformer les femmes en d'authentiques hommes, il faut s'acharner sur les patrons qui ne peuvent pas, de leur côté, faire comme si la maternité n'avait aucune conséquence. Véronique Danet a décidé de rejoindre l'action de groupe, tout comme sa collègue Sophie Faizi, d'une autre agence francilienne. Aujourd'hui, elles ont rendez-vous avec leurs avocates. En 1999, Sophie part en congé maternité. À son retour, une surprise l'attend, elle a été mutée. J'étais à Montfermeil, oui, voilà. Congé J'étais en congé maternité et je suis revenue à Clichy-sous-Bois. Alors ma question c'est toujours le même poste. D'accord, et ma question c'est pourquoi Clichy-sous-Bois? C'était à ta demande, c'était... Non, j'ai rien de... Bon, en fait, à la caisse, à chaque fois qu'on part en congé mat, la plupart du temps quand on revient... on met d'ailleurs, et souvent on a l'impression que c'est une punition, parce que souvent c'est beaucoup plus long. Voilà. Et là, Clichy par rapport à ton domicile, par rapport... Au contraire, c'était pas très loin de chez moi. Ah merde, dommage, ça ne colle pas avec l'explication de sa collègue. Une autre explication possible au choix, le fait que la direction ait eu à pourvoir le poste qu'elle a laissé vacant avec une personne qui ne voulait peut-être pas dégager au bout de quelques mois, c'est-à-dire au moment de son retour. Mais c'était pas une agence aussi. D'accord, donc ça c'est important de dire. Et qui était réputé pour, enfin tout le monde savait. En fait, j'ai atterri là à l'époque où il y a eu les fameux incendies du quartier. On y a 2 parts en fait. D'accord. Mais c'est ça, ouais. Visiblement, madame n'a pas l'air d'avoir trouvé son bonheur dans un lieu où, pourtant, on cultive avec joie la diversité et le vivre ensemble. Ça ne semble surprendre qu'à moitié les 2 greluches bobos qui, à n'en pas douter, savent s'attribuer le beau rôle en défendant cette diversité et ce vivre ensemble dans leur progressisme inclusif et numérique, et qui considèrent comme une punition le fait d'avoir à en assumer les conséquences négatives le reste du temps et dans la vie réelle. Ce traitement inégal des jeunes mères, Sophie estime l'avoir subi comme salariée. Aujourd'hui, directrice d'agence, elle aurait du mal à faire accepter à sa direction la promotion des femmes qui viennent d'avoir un enfant. J'ai le cas d'une conseiller fille qui faisait partie de mon équipe. Ça fait, mais vraiment, toute sincérité, c'est quelqu'un qui mérite. Elle travaille, elle en veut, elle est vraiment. Et à plus d'une fois, j'ai demandé ou augmentation, ou qu'elle puisse avoir un poste au-dessus. Et à chaque fois, non, tu comprends, c'est pas le moment, elle vient d'arriver de congé mater. Oui, mais au bout d'un an, elle produit plus que quelqu'un qui est là H24, elle est en temps partiel. On avait enfin l'impression d'avoir trouvé un vrai cas de discrimination, mais non, la direction estime visiblement qu'un responsable doit être présent à temps complet. Ah, quelle injustice! Moi, entre quelqu'un qui est à plein temps ici et qui n'en fout pas une, et elle qui est là 4 jours par semaine, mais qui bûche et qui rattrape sa semaine. Ce témoignage aura au moins le mérite d'avertir la caisse d'épargne à propos du fait qu'elle emploie apparemment des gens qui ne branlent rien. Qui n'en fout pas une. 6e thématique, dévalorisation des métiers à prédominance féminine. Les infirmières sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie. Elles ont des responsabilités importantes, elles font un travail pénible, et pourtant, à l'hôpital, elles gagnent en moyenne 1 800 € net par mois. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers. Voilà le message hallucinant qu'on nous adresse d'entrée et qui est répété pour les infirmières. Quand vous regardez les infirmières aujourd'hui, est-ce que vous dites toujours c'est toujours un métier dévalorisé parce que c'est un métier féminin? Et généralisé ensuite par extension aux autres professions à prédominance féminine. À aucun moment dans le documentaire, cette assertion ne sera véritablement démontrée ou prouvée. Il faudra se contenter d'un constat basique d'une prof à la Sorbonne qui est aussi une féministe patentée. Avec Élise, on vous emmène prendre une petite leçon d'économie à la Sorbonne.
notre professeure Rachel Silvera. Qu'est-ce que ça a comme conséquence d'avoir un métier qui est en majorité exercé par des femmes? Eh bien, le plus important pour moi, c'est bien entendu le salaire. Ou d'une comparaison entre un électricien et une infirmière en couple qui travaillent tous deux à l'hôpital, dont le salaire brut est censé être équivalent, alors que le travail de l'électricien est présenté comme moins pénible, à moindre responsabilité et nécessitant une qualification inférieure. Petit bémol toutefois, une prime automatique de l'électricien est comptabilisée explicitement dans le salaire, tandis que ce n'est pas le cas pour l'infirmière qui cite simplement le salaire de base de sa grille salariale, profession dans laquelle pourtant plusieurs sont prévus ordinairement. Prenons donc un peu de recul pour évaluer l'idée selon laquelle un métier féminin serait dévalorisé parce qu'il est féminin. De quels éléments la rémunération d'une profession dépend-elle ? Sans avoir naturellement la prétention de répondre de manière aboutie à la question, sans rentrer dans des détails comme les différences de détermination du niveau de rémunération entre le secteur public et le secteur privé qui ne dépendent pas des mêmes mécanismes en général mais qui peuvent s'influencer l'un l'autre, et au-delà des critères de base qui concernent n'importe quelle profession comme le temps de travail ou le rendement, l'expérience, le niveau hiérarchique, on peut citer des critères plus particuliers comme la pénibilité, le niveau de risque, le niveau de qualification et de capacité requis qui ne dépend pas forcément ou uniquement d'un diplôme. Il ne faut pas oublier non plus que la rémunération est aussi conditionnée par le principe de l'offre et de la demande sur le marché de l'emploi, modéré par les négociations syndicales entre employeurs et employés. Quelles sont les caractéristiques communes aux métiers les moins rémunérés? En général, ils comportent peu de risques, peu de responsabilités, nécessitent peu d'aptitudes et peu de qualifications. C'est le cas de professions comme celle des standardistes, des secrétaires, des caissières, qui sont en effet peu rémunérées et à prédominance féminine. Un métier à prédominance féminine mais nécessitant des qualifications supérieures sera toutefois nettement mieux rémunéré en moyenne. Qu'en est-il des infirmières? Cache Investigation prétend que le salaire net moyen des infirmières en France est de 1800 €. Sans contester ce chiffre, je n'ai pas réussi à le retrouver tel quel. En me basant sur un rapport de l'adresse ou sur les chiffres d'un site se basant lui-même sur les données de l'INSEE, je retrouve un chiffre proche de 2250 € prime comprise, bien supérieur aux autres professions évoquées auparavant. On peut retenir que ces exemples illustrent au moins le fait qu'un métier qui aura beau être à prédominance féminine peut être plutôt bien payé quand il requiert plus de compétences et de qualifications. Autre point de vue, celui de profession mixte, donc théoriquement insensible au genre, peu rémunérés. Exemple avec les serveurs ou les aides-cuisine, ils sont peu rémunérés principalement parce qu'ils partagent les caractéristiques énoncées précédemment. Autre point de vue encore, celui des professions à forte prédominance masculine et qui partagent eux aussi ces caractéristiques. Même constat global, la rémunération est plutôt faible et comparable en général aux professions à prédominance féminine de cette catégorie. J'ai effectué une comparaison simple, mais tout de même plus large que celle des deux Gus, elle ne sert qu'à répondre à l'affirmation de Lucette. Quant au fait de comparer des métiers très différents les uns avec les autres, c'est ce que le documentaire nous invite à faire, aussi délicat que cela puisse être. Comparer des pommes et des poires, des techniciens et des infirmières, c'est ce que nous allons faire. Bref, l'exercice pour une société comme la nôtre pourrait être recevable et intéressant, à condition de dépasser la perspective féministe limitée, donc en l'étendant à tous les métiers, et en particulier aux métiers manuels, féminins comme masculins, qui souffrent, me semble-t-il, d'un manque de prestige et de reconnaissance considérable en France, entre autres dû au fait qu'on ait porté au pinacle les études supérieures en faisant la voie royale d'accès à l'emploi, peut-être de manière excessive. J'imagine que ceux qui ont quitté leur bullshit job bien payé en open space, au profit d'un emploi qui l'est moins mais permettant de travailler de ses mains en y trouvant plus de sens, me comprendront. Faut-il encore reconnaître qu'il est possible de valoir quelque chose quand on n'a pas de diplôme, et qu'en matière de travail, le diplôme ne fait pas tout, et quel diplôme? Parmi les 120 plus grandes entreprises françaises, seules 9 sont dirigées par des femmes, alors qu'elles sont en moyenne aujourd'hui plus diplômées que les hommes. Plus diplômées de l'enseignement supérieur, toutes disciplines confondues, là on ne mélange plus les pommes et les poires, mais les bananes avec les navets. Quelle tête fera Mélusine avec son diplôme d'études de genre spécialisé en afro-lesbianisme, quand elle comprendra qu'il ne la qualifiera sans doute jamais à la direction d'une entreprise du SBF 120? Ce n'est plus un plafond de verre que j'ai rencontré, mais un mur en béton armé. Parce que je suis une femme jeune surdiplômée, on ne m'a pas embauchée. Bref, pour en revenir à l'exercice de comparaison des métiers pour déterminer si certains sont trop peu payés par rapport à d'autres, il serait aussi possible, dans l'autre sens, pour aller un peu plus loin, d'essayer de déterminer si certains ne sont pas trop payés. Des exemples me viennent en tête dans le monde de la politique, de la finance, des grands médias. Revenons à la finance, surtout le marché. Les traders pourraient-ils servir d'exemple pertinent? Pas d'après Cache Investigation qui nous invite à pleurer le sort d'une tradeuse parce qu'elle n'a pas reçu les mêmes bonus que ses collègues masculins, misogynes et pervers. Mon N plus 1 me répond suceuse de bite. Pourquoi? Je sais pas. Le fait, afin de dénoncer des inégalités salariales genrées, de s'attarder sur un tel milieu, plutôt que de prendre du recul pour considérer les écarts de rémunération entre les classes sociales, est un élément typique du féminisme bourgeois, particulièrement en vogue aujourd'hui. Je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus et me contenterai d'une petite devinette. Qui d'entre les deux personnes suivantes bénéficie le plus du salaire d'un patron du SBF 120? Jean Banal, bossant tous les jours pour gagner un salaire moyen et parce qu'il a un zizi, ou Jeanne Jennifer qui partage le niveau de vie du patron en question parce qu'elle vit avec.
7ème thématique, forme et pratique. Je ne commenterai pas les parodies pitoyables et trop répétitives auxquelles l'équipe s'est livrée. Bon, les gars, je viens de recevoir la lettre des bonnes femmes de la CGT. Elles disent qu'on les discrimine. N'importe quoi ici, on aura tout entendu. Je regretterai toutefois l'usage pour une grande chaîne de télévision d'illustrations aussi merdiques que celles des pires associations féministes. Je condamnerai enfin, pour faire plaisir aux féministes, l'attitude oppressive de Lucette qui harcelait publiquement un gentil monsieur pour obtenir un rendez-vous alors que celui-ci avait déjà exprimé poliment son refus. Qu'est-ce que vous pensez de cet écart de salaire Monsieur Mignon, est-ce qu'on peut... Mais vous faites preuve d'une audace incroyable. Jamais je n'avais rencontré de femme avec autant de couilles. Alors, 2-3 trucs pour conclure. Je ne suis apparemment pas le seul oppresseur patriarcal à avoir été déçu par le documentaire au vu des résultats qu'il a engrangés. Lucette au plus bas. Les équipes de Lucette n'ont pas réussi à intriguer les Français. L'émission a atteint sa plus faible performance en prime team. Faut avouer que la sauce victimaire finit par devenir barbante, mais pas au goût de l'immonde qui a joué les suceuses malgré tout. Données chiffrées, témoignages édifiants, scénettes humoristiques, ton décomplexé, la recette cache fait mouche. Bref, on peut se demander légitimement pourquoi un tel documentaire ne vole pas plus haut que la propagande féministe habituelle. Un élément de réponse. Eh bien, la bobocratie parisienne qui règne sur France Télévisions comme sur la plupart des autres médias mainstream est féministe, purement et simplement. Dommage que les moyens du service public servent à produire un documentaire assez peu rigoureux, beaucoup trop partisan, et donnant trop souvent dans l'émotionnel et le sensationnalisme. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed you wouldn't believe, and I get more